Bonjour à tous et bienvenue sur Réflexion.fr, un média créé par des étudiants et qui met en avant des parcours de professionnels de tout secteur. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview, celle du président Europe de Renault Trucks, Christophe Desailles. Pour rencontrer Christophe et filmer cette vidéo, on a pris le train de Paris, direction le siège social de Renault Trucks à Lyon. Il a même accepté de nous accueillir dans le Renault Trucks Square, un lieu qui nous plonge dans l'histoire de l'entreprise à travers l'exposition de photos, de camions, de maquettes et même de moteurs. Cet échange, qui revient sur le début de carrière du président Europe de Renault Trucks, est découpé en 2 épisodes. Dans cette vidéo, Christophe revient sur son premier poste de commercial dans l'entreprise, ses anecdotes, ses premiers échecs, enfin bref. Je vous laisse avec Lucas et notre invité du jour. Bonjour Christophe, je suis ravi de vous accueillir sur Réflexion, ce nouveau média qui met en avant des parcours d'individus. Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre le tien. Donc déjà, est-ce que tu peux commencer par te présenter ? Je m'appelle Christophe Desailles, j'ai 49 ans. Je suis marié, j'ai 2 grandes filles. Je suis lyonnais, je suis né juste à côté d'ici à Vénissieux. Et voilà, j'habite à Lyon depuis quelques années. Quel poste tu occupes chez Renault Trucks ? Alors, je suis président de Renault Trucks Europe, c'est-à-dire que je suis en charge des filiales commerciales de Renault Trucks dans l'ensemble des pays européens, en dehors de la France, que chez Renault Trucks, la France étant le marché domestique, historique, c'est un marché séparé, mais l'ensemble de la grande Europe fait partie du territoire que je couvre, et donc je suis en charge de commercialiser l'offre de véhicules, l'offre de services, à travers des filiales et un réseau de distribution et de concessionnaires. Donc moi j'ai 20 ans, dans 5-10 ans je ne sais pas où je vais être, du moins j'ai des petites idées mais rien de très concret. Est-ce que toi à 20 ans tu avais déjà un peu une idée de là où tu voulais aller ? J'avais une idée de où je voulais aller à 10 ans, pas à 20 ans. Ça devait être en CM2, je ne sais plus quel âge on a mais à peu près 10 ans en CM2. Et en CM2 je dessinais des camions sur mes cahiers d'école. D'accord, donc là, Voilà. Alors, c'est un peu cette vocation-là qui m'a amené vers le camion, avec une espèce d'admiration de ce monstre qu'on voit sur la route, qui en fait m'a permis plus tard d'en faire mon métier. Mais avant de savoir que j'allais en faire mon métier, c'était déjà quelque chose qui m'attirait. Et c'est dans ta famille, les gens travaillaient dans le camion ou c'est vraiment quelque chose qui est... Alors oui, c'est vrai que c'est peut-être aussi pour ça qu'à 10 ans, je dessinais des camions. Mon papa travaillait chez Renault Trucks, qui s'appelait Renault Véhicules Industriels et même Berlier, si on revient à l'histoire du groupe. Donc il est rentré chez Berlier et puis il a fini chez Renault Véhicules Industriels. Et donc c'est pour ça qu'on habitait à Lyon, que je suis né à Lyon, parce que c'est le berceau de Berlier. Et mon papa était dans la partie industrielle, il fabriquait le camion, on va dire. Il fabriquait des ponts et des essieux. Connaissait absolument rien au camion, puisqu'il connaissait le pont et l'essieu. Donc quand on a commencé à parler camion, on ne se comprenait pas forcément. Mais c'est vrai que je recevais à la maison le magazine interne qui s'appelait Virage. Et donc chaque mois, je lisais Virage de la première à la dernière page. Et certainement que ça m'a influencé pour aller vers le camion. C'est pas innocent. Ok, donc là, 10 ans, déjà, on sent qu'il y a une passion, ou du moins un domaine qui t'intéresse. Et comment ça s'est passé ? C'est au niveau du lycée, là où tu as pu te spécialiser un peu, ou alors c'est les études supérieures ? À quel moment tu as senti que tu pouvais aller te diriger vers le camion concrètement ? C'est les études supérieures. Je suis rentré, après un BTS, je suis rentré en école de commerce, ce qu'on appelait Subdeco Grenoble, j'aime maintenant. Et donc cette école-là a lancé l'alternance en fait. J'ai eu l'opportunité, c'était le tout début des écoles de commerce en alternance. Ça n'existait pas forcément, c'était réservé à des métiers plutôt techniques ou manuels. Et donc on m'a dit, tu peux faire la suite de ton école de commerce en entreprise. Et là tout de suite j'ai été vers ma passion, j'ai été vers Renault Trucks. Et j'ai eu l'opportunité dès ma 2e année d'école de commerce de devenir alternant dans une concession. Et donc je ne suis pas allé du côté industriel, je suis allé tout de suite dans le réseau de distribution. Et je me suis retrouvé à 20 ans. Donc à l'âge que tu as, à 20 ans, je me suis retrouvé dans une concession avec un grand bureau, un téléphone, un Minitel. Tu verras ce que c'est qu'un Minitel. À commencer à être dans le monde professionnel et à voir autour de moi un directeur de concession
des vendeurs, des mécaniciens, des clients, à organiser des événements, des lancements de produits, des réceptions clients, le salon de l'auto, emmener des clients au salon de l'auto à Paris. Donc j'étais l'alternant touche à tout, à la fois sur du marketing, à la fois sur de la prospection pour essayer de trouver des clients. Et puis toutes les activités de la concession, je les ai découvertes dans ces 2 ans d'alternance, où j'ai un directeur de concession qui m'a un peu pris sous son aile, pas pour me protéger, mais pour me faire toucher à tout et me faire toucher tous les métiers. Donc j'ai commencé par ces 2 années où j'étais encore étudiant, mais où ma vie étudiante d'école de commerce, que vous voyez bien, je pense, que tu vois bien Lucas, c'est un peu mis entre parenthèses, parce que l'agenda professionnel a pris le dessus. Et donc j'ai passé plus de temps en entreprise avec une charge de travail un peu plus importante que celle qu'on a habituellement en école de commerce, et à rentrer dans le monde professionnel. Et ça, c'est ta première expérience professionnelle ou avant, tu as déjà fait des stages ou des choses comme ça? J'ai fait plein de petits boulots. J'ai travaillé dans des banques l'été. J'ai monté des ponts à l'usine avec papa qui m'avait trouvé un petit job d'été et un stage ouvrier. Donc j'ai vu aussi cette partie-là des gens qui travaillent à fabriquer le véhicule sur une chaîne pendant 8 heures avec des opérations manuelles fatigantes à l'époque. Donc j'ai quand même aussi compris la vie d'un collaborateur qui travaille dans une usine et qui est vraiment quelque chose d'important pour l'entreprise et qu'il faut valoriser. J'ai vendu des biscuits dans les supermarchés en tête de gondole avec ma palette de biscuits à vendre pour la journée. J'ai toujours fait pas mal de commerce, j'ai fait les marchés, j'ai fait des stages aussi sur les marchés à vendre des fringues. Bon, toujours quand même dans un rôle commercial, proche des clients et plutôt à l'aise dans cet environnement-là. Donc, et cette première expérience-là avec Renault Trucks, est-ce qu'il y a eu au départ un moment assez compliqué parce que l'environnement était peut-être différent ou autre? Ce qui était compliqué, c'est que je suis rentré dans une entreprise qui était en difficulté à l'époque, puisque Renault Trucks avait repris un concessionnaire qui était en dépôt de bilan. C'était en quelle année ça? C'était en 1994. Et donc des équipes qui se retrouvaient à avoir été repris par un grand groupe, une concession familiale qui ne s'en sortait pas, qui s'est retrouvée reprise par un grand groupe, et puis avec des changements de méthode, des changements d'approche dans la gestion, dans la façon dont les décisions se prennent, qui ne sont pas les mêmes, et puis dans la digitalisation. Alors, on parle de 1994, mais la petite histoire, c'est les vendeurs de l'époque travaillaient qu'avec du papier, une calculatrice. Ils avaient un catalogue comme ça, un tarif papier et une calculatrice comme outil de travail. Et puis un jour, il y a un gars du siège qui est venu avec un ordinateur portable, le premier ordinateur portable, qu'on appelait la mallette vendeur, et qui visait à supprimer tout ce papier, à avoir des outils digitaux, en tous les cas informatiques, pour configurer un camion, établir une offre, avoir son fichier client, donc sortir des tiroirs avec les fiches clients et les mettre en informatique. Et je me rappelle de ce jour où cette personne du siège est venue à poser l'ordinateur au milieu de la salle de réunion, où toutes les équipes regardaient ça comme une espèce d'inconnu, de monstre, on ne touchera jamais à ça. Et moi, j'étais le petit jeune en école de commerce, finalement, qui a facilité et qui a accompagné cette génération-là, qui est maintenant à la retraite, pour les aider, parce que c'était un change super important. Mais ouais, c'était une période de transition et où il fallait garder la compétence des gens, ils n'avaient pas démérité, et en même temps les accompagner pas à pas pour qu'ils arrivent à franchir ces gaps à la fois culturels, technologiques et ce changement d'approche. C'est jamais facile quand on est racheté dans une entreprise. Il faut prendre la culture qui arrive et en même temps pas perdre ce qu'on sait bien faire et la relation client que ces gens-là avaient établie. Donc c'était un moment super riche par rapport au contexte aussi, par rapport au rôle qu'on m'a donné, mais au contexte de transition dans laquelle cette entreprise était, qui m'a déjà permis de comprendre et de voir un peu comment les gens pouvaient réagir, se comporter face au changement, et puis comment les accompagner. Mais cette transition-là, ça a duré à peu près combien de temps? Je suis resté 2 ans. 2 ans. C'était la durée de mon alternance. Ouais. Et puis après, le service militaire, j'ai continué
C'est vrai On y qu'il y viendra avait plus tard, le mais service de j'ai militaire. continué dans la vente, mais il y avait un service militaire. Et donc j'ai continué dans la vente, pas dans cette entreprise-là, mais que j'ai toujours suivi et qui maintenant est une boîte super florissante et qui a tiré son épingle du jeu. Mais c'est une boîte qu'il fallait restructurer, où il y a eu des départs, des postes qui ont été supprimés. Donc c'est aussi des moments où on regarde un peu comment le management s'y prend, comment on accompagne les gens. Parce que c'est un traumatisme quand on arrive, qu'on est repris et qu'on dit on va supprimer 20% du personnel parce qu'on ne gagne pas d'argent, parce que l'entreprise n'est pas pérenne. Ça, c'est au moment où tu es arrivé. Au moment où je suis arrivé, je suis arrivé à la reprise et donc il fallait redresser la boîte. Ouais. C'est pas moi qui ai redressé la boîte, mais j'ai vu ce produit De à l'intérieur, changement et j'ai vu des rôles qui aussi par des aspects de méthode de travail ou d'informatisation ont disparu parce que la tâche disparaissait et on amenait de la productivité pour que l'entreprise retrouve des résultats. Donc là, ça fait 2 ans de BTS, 3 ans d'école de commerce et on rentre en 2e année en alternance. Ouais, 1 an d'armée. 1 an d'armée, donc ça c'est à la sortie d'école de commerce. Alors, à la sortie d'école de commerce, je fais mon service militaire dans la gendarmerie. Et puis j'étais resté en contact avec Renault Trucks qui m'avait formé. J'avais rencontré le directeur du personnel, ça s'appelait comme ça, encore à l'époque. Maintenant, on appelle ça People and Culture. Okay. À l'époque, c'était le directeur du personnel, ici à Lyon, et qui m'avait reçu à la fin de mon alternance pour dire on est content de ce que vous avez fait, on vous a formé. Ils avaient investi, puisque quand tu es alternant, tu es rémunéré, tes études sont prises en charge par l'entreprise, ce qui est pas rien en école de commerce. Et donc, il me dit on aimerait bien, après votre service militaire, vous garder. Ce qui était mon projet également. Et ce DRH qui s'appelait Jackie Collas, un gars qui avait été DRH dans des grosses entités, des grosses usines, m'a dit qu'est-ce que tu souhaites faire? Et j'avais peut-être 21 ans. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Et je lui ai dit je veux vendre des camions. Et honnêtement, pour lui, ça a été pas un choc, mais au moins une surprise, parce que les gens d'école de commerce à cette époque-là, et peut-être encore maintenant, ne font pas une école de commerce pour vendre. Ils ne veulent pas être vendeurs. Et donc souvent, ils veulent être dans le marketing, dans des postes de chef de produit, dans des postes de consulting, etc. Et moi, je voulais vendre des camions. J'avais vu ce métier-là pendant mon alternance. C'était ce produit-là que je dessinais depuis tout petit. Et je veux vendre des camions, pas toute ma carrière. Je n'avais pas fait ces études-là pour en soi rester vendeur, même si ce n'est pas dégradant. Mais je voulais vraiment démarrer par vendre des camions, avoir cette émulation qu'on a dans la vente, du succès ou de l'échec, du bon de commande qu'on a signé, du bon de commande improbable qu'on a signé, parce que l'affaire elle était loin d'être gagnée. Et donc j'ai commencé et j'ai assez vite clarifié le fait que je voulais démarrer dans la vente, ce qui honnêtement était un bonheur pour ce DRH, parce que c'était pour lui une frustration d'avoir des gens en école de commerce qui voulaient pas faire de la vente, qui est quand même le revenu de l'entreprise. Aujourd'hui, dans l'entreprise, on a 10 000 salariés chez Renault Trucks, mais le revenu, il vient de la vente. C'est-à-dire qu'il faut effectivement des gens qui font du marketing, il faut des gens qui développent le produit, il faut des gens qui le fabriquent, mais l'origine du revenu, c'est un client qui va accepter de payer et de signer un bon de commande, que ce soit d'un véhicule ou d'un service. Et commencer par là, je me suis toujours dit que c'était quelque chose qui allait me servir toute ma carrière et auquel j'allais pouvoir me référer toute ma carrière, même si je ne le faisais pas pendant des années. Donc là, à ce moment-là, tu avais déjà cette idée d'une certaine évolution, ou du moins tu avais déjà un peu anticipé cette évolution de carrière-là en te disant qu'il faut que je commence par la base. Oui. Pour évoluer et pour arriver à certains niveaux. Ouais. Et le deal avec le siège de Renault VI à l'époque, c'était de me faire de la vente, on va dire 2-3 ans, pour vraiment toucher cette expérience-là, et puis sans savoir ce que j'allais faire après, et se dire, faites cette expérience-là, et ensuite on vous fera évoluer, on vous fera grandir dans l'entreprise. Je ne savais pas trop ce que ça voulait dire en soi. J'avais vu ce directeur de concession quand même à Grenoble, qui, quand on est en concession, le directeur de la concession, c'est le big boss. C'est le patron d'une PME, il a énormément de sujets à traiter et de pouvoir, et c'était quand même quelque chose, une espèce d'étoile que je visais, de me dire un jour je pourrais peut-être être patron moi aussi d'une concession. Voilà. Mais j'en étais loin, j'étais simple vendeur dans une équipe, et j'ai commencé par là. Est-ce que tu étais un bon vendeur? Alors, déjà, c'est quoi un bon vendeur?
Ouais, alors un bon vendeur, maintenant j'en parle différemment, mais un bon vendeur, c'est quelqu'un qui est capable d'écouter ses clients. Je reprends une expression qu'on utilise dans le métier, mais on a 2 oreilles et une bouche. Ça veut dire qu'on doit écouter 2 fois plus qu'on parle quand on est vendeur. Et c'est un petit truc mémotechnique, mais qui est assez vrai. Donc ça veut dire comprendre ce que le client a besoin et comment on va lui apporter de la valeur. C'est pas vendre son produit et argumenter sur son produit, c'est d'abord cette partie-là qui est clé. Et puis il y a un aspect relation, il y a un aspect confiance. On est dans un métier où on vend un produit, c'est pas un stylo, c'est pas un produit jetable, c'est un vrai investissement. Ce que vous voyez derrière moi, ça vaut plus de 100 000 €. C'est des jolis bébés. C'est en général l'outil de travail du transporteur ou de la boîte avec laquelle on travaille. Et donc selon ce qu'on va faire, on va lui donner un bon outil de travail ou un mauvais outil de travail avec lequel il va gagner de l'argent ou perdre de l'argent. Donc le sujet dont on parle avec nos clients dans ce monde-là, qui est B2B, c'est un investissement important. C'est pas un copieur, c'est pas un produit de consommation. Et donc voilà, on accède à une relation privilégiée qu'on développe en termes de confiance sur le fait que la solution qu'on va amener, on a amené la bonne solution, pas juste pour signer un bon de commande, parce qu'on va accompagner le client dans le temps. Donc ça, c'est quelque chose qui est propre à ce métier. Il y a plein de business où le cycle de vente est beaucoup plus court, où on vend et puis on ne reverra pas le client. C'est le cas dans bien des domaines. Là, on est sur un accompagnement de client dans le long terme, qui est assez intéressant. J'ai cru que je n'allais pas y arriver. Hello à tous, c'est Mounir. Si tu es toujours là, c'est que la vidéo te plaît. Alors n'hésite pas à laisser un like, un commentaire, à t'abonner et puis à partager la vidéo à tes amis. Qui est assez intéressant. J'ai cru que je n'allais pas y arriver, pour être honnête. Au bout de quelques mois, je regardais les annonces pour me trouver un job. J'avais repris un secteur à Bordeaux. Un secteur assez difficile en fait. Je m'en suis rendu compte après. On ne me l'avait pas dit au début, mais je m'en suis rendu compte. Un secteur où les vendeurs avaient beaucoup tourné. Il y avait eu une rotation de vendeurs en 15 ans. Il y avait, je pense, 10 vendeurs qui avaient tenu ce job-là. Donc un secteur où quand je rencontrais les clients, ils commençaient par me dire vous êtes là pour 6 mois, donc on ne va pas perdre de temps. Et donc là, forcément, le travail pour recréer de la confiance, recréer de la relation, il prend du temps. Il prend du temps avec des professionnels où c'est pas parce que vous avez fait une visite, même une bonne visite très sympa, que ça y est, la confiance est là. Il faut faire un travail de fond qui est laborieux. Ça veut dire 8, 10, 12 visites par jour, avec sur 12 visites par jour, parfois 10 visites où on n'est pas très bien accueilli, où on n'est pas reçu, où on est reçu pour nous dire tout ce qui ne va pas depuis des années dans la boîte. Et donc ça, c'est dur. Et je le garde aujourd'hui dans ma tête. C'est toujours dur pour un vendeur qui démarre, parce que ce travail de labour, si on compare à ce métier, c'est ce travail de préparation qui est inéluctable, qui prend du temps, qui ne paye pas tout de suite. On peut se décourager. Et on peut se dire, en fait, j'y arriverai pas, je n'ai pas les résultats. Et je n'avais pas besoin de mon patron pour me dire que je n'avais pas les résultats. Je voyais bien les 6-8 premiers mois que les bons de commande que je signais, ils n'étaient pas suffisants. Et puis après, tu ne sais pas pourquoi. Mais petit à petit, la deuxième, la troisième visite, elle commence à mieux se passer. Le client qui te recevait dans le hall, il te fait rentrer dans son bureau. Et il te fait asseoir. Et c'est un premier step. Il commence à te parler de sa boîte. Et là, les choses se sont enclenchées et les ventes ont commencé à venir. Et j'ai fini la deuxième et la troisième année, où je suis resté un peu plus de 2 ans, par être un bon vendeur, par faire des conquêtes et par ramener des clients qui n'avaient jamais acheté un Renault. Là, je me suis rassuré. Mais c'est vrai que la première année, je me suis honnêtement dit, c'est pas performant, c'est pas fait pour moi. J'ouvrais le canard. À l'époque, on cherchait du boulot sur des journaux. Mais j'ouvrais le journal pour regarder les annonces. Je me disais, il faut que tu prennes les devants. Si ça ne marche pas, voilà. Mais je me suis accroché. J'ai persévéré. J'avais des contacts aussi en dehors de Bordeaux, à Lyon, qui m'ont encouragé, qui m'ont fait lever la tête pour me dire, c'est normal que le début ce soit dur. Et puis j'ai fini par bien vendre, par bien gagner ma vie. Parce que c'est un job où quand on vend bien, on gagne bien sa vie. Et à 23 balais, je faisais les salaires de directeur avec une voiture de fonction et j'étais tout fier à 23 balais d'avoir ce statut social, entre guillemets, où on gagnait des voyages à l'époque, ça se fait moins maintenant, mais on gagnait des voyages. Donc ma petite copine de l'époque qui est devenue mon épouse, on est parti à Cuba, on avait gagné des challenges, c'est un côté sympa, c'est un côté super valorisant.
Et ces personnes-là qui t'ont soutenu depuis Lyon, c'est ça? Oui. Est-ce que c'était des choses vraiment essentielles dans l'évolution, en tout cas de ce poste-là de commercial, ces soutiens-là? Ouais, parce que je pense qu'il y a un moment où tu as besoin, il y a un moment où tu es seul. Quand tu es vendeur, c'est un métier un peu solitaire. Hein. C'est ta performance quand tu vends et c'est ton échec quand tu ne vends pas, même si en fait c'est bien plus que ça. Il y a un produit, il y a une marque, il y a tout un tas de choses qui font qu'un vendeur va réussir. Mais bon, quand tu passes une semaine et que tu n'as pas pris de bon de commande, tu te dis c'est moi qui n'ai pas réussi, j'ai pas réussi à signer des bons de commande. Donc tu as besoin qu'on te donne du temps. Hein, je pense que ça c'est quelque chose que je garde aussi quand je recrute aujourd'hui des gens, c'est de leur donner du temps. Parce que parfois ils se mettent la pression de dire ça fait un mois que je n'ai pas réussi et il faut leur donner du temps, sinon on n'est pas bon. Quand on travaille dans l'urgence avec la peur de l'échec, c'est là où on devient mauvais, c'est là où on prend des décisions trop court terme, où on veut précipiter les choses, et ça ne marche pas de précipiter les choses. Donc il y a des gens qui m'ont donné du temps et qui m'ont donné de la perspective pour dire tu n'es pas en train de te faire virer, tu n'es pas à 2 doigts de la porte, c'est normal, continue, fais le boulot, et puis parfois qui m'ont mis un peu de pression. Et quand tu es vendeur, il t'en faut un peu de la pression, c'est que ce travail de prospection que j'évoque, quand tu es vendeur, tu es libre. Hein. Tu prends ta bagnole, à l'époque il n'y avait pas de téléphone portable, on ne sait pas où tu es, tu peux rentrer à la maison, tu peux aller au ciné, tu peux faire ce que tu veux. Et donc quand tu prends des portes dans la gueule, pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 mois, la tentation de lever un peu le pied, puis à la 3e porte dans la gueule de rentrer à la maison, elle est forte. Ouais. Et c'est normal, c'est un peu humain. Et là... T'es déjà rentré à la maison? Ouais, je suis déjà rentré à la maison, bien sûr. Tous les vendeurs ont fait. Il y a des moments où tu dis, bon, ça suffit, c'est une journée de merde, il n'y a rien qui va, et tu rentres à la maison, puis tu dis, ça ira mieux demain, quoi. Et là, il te faut à la fois des gens qui te rassurent et à la fois des gens qui te stimulent et qui te contrôlent au sens de la pression des résultats, parce que il faut cet équilibre-là, à la fois de challenge et support. Hein, et je garde aussi ça, le challenge et support. Quand tu manages un collaborateur, une équipe, il faut supporter d'abord. Il faut donner les moyens de réussir, il faut donner le temps de réussir, donner l'échelle de temps pour réussir. Et puis il faut quand même un peu challenger, parce que c'est aussi la nature humaine, comme dans le sport, comme dans plein de domaines, de se fixer des challenges, d'avoir un peu de pression qui te fait aller un peu plus loin, quoi, tout simplement. Est-ce que des fois on t'a trop mis la pression? Ouais, on m'a trop mis la pression. Typiquement, dans mon premier job, on m'a mis une pression qui n'était pas saine. Une pression qui n'était pas saine avec mon manager de l'époque, côté un peu menaçant, de dire en gros, c'était au bout de 3 semaines, c'est-à-dire que j'avais le job depuis 3 semaines, on me dit déjà ça va pas, t'es pas au rendez-vous, quoi. Et c'est là où les gens de Lyon m'ont donné du temps que mon manager à Bordeaux ne me donnait pas. Et je pense qu'il n'avait aucune intention de me foutre à la porte. Et son mode de management, c'est je dois lui mettre la pression pour qu'il sente qu'il doit délivrer. À ce moment-là, cette pression, elle était malsaine. Elle ne me mettait pas en situation de réussir, elle me mettait en situation de regarder mes pompes, d'avoir peur, et du coup de pas prendre le temps de structurer mon job. Donc ça, c'est quand même un élément important dans ces moments-là, quand on a un manager comme ça, et dans une carrière, ça arrive. Dans une carrière, des managers ou des patrons, à tous plus ou moins un patron, parfois quand on est à son compte, c'est le banquier, mais on peut avoir des gens qui amènent une pression un peu court terme. Bon, il faut arriver à prendre un peu de recul et puis à se donner les moyens de ne pas paniquer et de structurer. Sinon, on se met en échec et là, c'est une spirale qui est très négative, quoi. Mais j'ai vécu ça, j'ai vécu des moments où à 9h le matin, j'avais déjà pris 2 branlées, j'avais envie de me tirer et de rentrer chez moi. Mais ce qui était normal, honnêtement, la façon dont on me parlait et le mode de pression, j'étais au bureau à 7h30 le matin, on me disait qu'est-ce que tu fous là, il faut être chez les clients. C'est un peu old school et en même temps, j'avais aussi besoin de me reconnecter, d'être... Quand on est vendeur, on est sur le terrain, on passe beaucoup de temps dans la bagnole, dehors, chez les clients. Ce moment qu'on passe dans l'entreprise, c'est un moment un peu de chaleur. Hein, c'est là où on voit des collègues, où on prend un café, où on prend un café avec le mécano à l'atelier, où on prend de l'info, où on prend un peu de réseau social aussi, pour ensuite partir entre guillemets au combat. Mais il faut laisser ce temps-là de socialisation pour quelqu'un qui le reste du temps est un animal un peu solitaire, quoi. Est-ce que tu as une anecdote sur cette période de 3 ans là en tant que vendeur? Une bonne, une mauvaise, un mauvais souvenir, un bon souvenir? Quelque chose qui t'a marqué? Ce qui m'a marqué, c'est un client qui était juste en face de la concession.
Donc quand tu as un client qui est en face de la concession, qui a pas de Renault, et tu passes devant tous les matins, c'est chiant, quoi. C'est vite pénible. Et ce client-là me recevait pas, il s'était pas mal engueulé avec mon directeur. Donc la porte était bien fermée, quoi. Et je visitais le lundi, le vendredi, le matin, le soir. Quand tu dis tu visitais, t'allais dans... Je visitais le client pour Ouais. essayer qu'il me reçoive. Ouais. Et puis un jour, avec ma bonne gueule, c'était un vendredi après-midi, il était en train de ranger ses camions sur le parking. Le vendredi, en général, les camions rentrent de la semaine et il était en train de ranger son parking. Et jamais il voulait me parler. Et là, le patron me fait venir. Il me dit, tu veux me parler? Ouais. Monte sur le marchepied, là. Accroche-toi au rétroviseur. Et donc, il manœuvrait ses semi-remorques. Et je me suis mis sur le marchepied du camion. J'ai chopé le rétroviseur pendant que le mec rangeait ses camions. Ça a duré 5 minutes, pas longtemps. Et le mec, au bout d'un moment, a dit, allez, on va au bureau. On va au bureau. Et honnêtement, ce client-là, je l'ai visité pendant 1 an sans qu'il m'adresse la parole. En gros, j'ai besoin de rien, je ne le reçois pas. Et jusqu'à ce qu'il me teste, entre guillemets, pour dire, tu veux me parler, vas-y, accroche-toi au marchepied, on va voir si tu restes là. J'ai fait mon école de commerce, tout ça, tu vois un peu, et tu te retrouves accroché au rétroviseur, à essayer de choper le mec. Et quand il me dit, on va au bureau, ça y est, en fait, j'ai fait ce travail-là, ingrat, mais qui fait que tu passes dans une nouvelle étape et que tu vas pouvoir éventuellement parler business. Et je lui ai vendu des camions, il a eu ses Renault, et j'avais des Renault en face du garage quand j'arrivais le matin. Ça, je m'en souviens, parce que quand tu parles de la dureté du métier de vendeur, de la persévérance qu'il faut parfois pour rentrer, et de l'émulation que ça représente quand tu réussis, parce que toutes ces portes que tu prends dans la figure, c'est une chose, mais ce jour-là, quand tu as réussi et que tu arrives à déclencher cette nouvelle étape chez le client, c'est pour ça que tu fais un peu ce métier, quoi. Donc ça, c'est, ouais, dans cette période de 3 ans, c'est un des bons souvenirs qui est gratifiant et qui te dit que là, c'est un peu toi. Quand tu vends, est-ce que c'est mon produit qui est le meilleur? Est-ce que c'est mon prix qui est le plus bas? Et quelle est ma contribution finalement? Tu sais jamais dans une vente la contribution que tu as eue en tant que personne vendeur et ce qui est amené par la marque, le produit, le marketing, le prix, tout ce qui est autour. Là, tu te dis que tu as un peu contribué et que c'est un peu grâce à toi. Ouais. Ouais, c'est ça, je voulais poser cette question juste après, mais quand tu vends quelque chose, à quel moment le vendeur joue vraiment un rôle? Est-ce que c'est le camion, il a déjà convaincu le client, ou alors vraiment le vendeur a quelque chose d'important à jouer dans une phase de vente? Le vendeur est toujours important parce que c'est lui qui représente l'offre, la marque, le produit. Alors après, je vais répondre globalement, puis je vais répondre pour Renault Trucks, parce qu'en fait, dans tous les business, selon ce que tu vends, ça se vend plus ou moins tout seul. Le client qui veut une Harley-Davidson, quand il rentre chez Harley-Davidson, il a décidé d'acheter une Harley-Davidson. Il n'a pas décidé d'acheter une japonaise. Donc le rôle du vendeur n'est pas tout à fait le même. Il va vendre une Harley-Davidson. Le rôle du vendeur, il est de vendre la bonne, la plus chère, les accessoires, le service et de faire une bonne vente, mais il va vendre. Et quand tu es dans une marque, on va dire, moins iconique, moins premium, le rôle du vendeur, il est d'autant plus important. Parce que le client, il n'a pas décidé forcément d'acheter un Renault Trucks. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Dans le prochain épisode, Christophe nous racontera comment il est devenu manager et comment il travaille avec ses équipes aujourd'hui.